La séquence sur la poule blanche, par exemple, j'en parle toujours, sur la petite poule blanche, le piquet diagonal et tout. Bon, on a appris ça quand même à HMC PSD, on va dire, c'est-à-dire au maquillage, du maquillage au tournage. Bon, en 1h30, on a dû apprendre ça, quoi. Donc ça, c'était un petit peu speedy, mais Alexandre, je lui avais dit, il me disait, mais moi, je bosse comme ça. Bon, voilà, il bossait, il me filait des textes sur des moments. Donc, personnage, on est rentré dedans tout de suite. Donc, il n'y a pas eu de... Si on était à côté de la plaque, je crois qu'il nous aurait dit 1000 remarques en disant « Mais non, il ne faut pas le faire comme ça, faire comme ça. » Jamais. Donc, on les a retrouvés avec beaucoup de plaisir, d'abord, et sans aucun gros souci. On peut inventer une autre réponse, hein. On peut inventer une autre réponse. Ça veut dire, moi, je me suis préparé. Je la trouve très décevante. Décevante, oui. Bon, bah, alors, on coupe ça, puis on met... on va dire autre chose. Tu coupes ça, et puis on va dire... oui, alors, ben, il faut dire... il te faisait beaucoup de remarques parce que t'avais du mal, toi. Voilà. Et... Moi, ça coulait, mais toi, t'en chiais. Voilà. T'es sorti du plateau souvent en pleurant. Et c'est là que notre amitié s'est construite. Oui, parce que je t'ai tenu à bout de bras, parce que le garçon, il n'était pas doué, il faut dire ce qu'il y a, il faisait pas rire. Il y avait ça, ben voilà, donc voilà. Et puis pour le film, il nous avertit 6 mois d'avance, donc on a travaillé les personnages, on s'est vu une centaine de fois, on a fait un séminaire dans le milieu agricole. On a mis une dose un peu différente de... Je pense que ça se sent. Et ça se sent, on a mis une dose. De votre point de vue, qu'est-ce qui a changé sur le tournage de Kaamelott entre le tournage de la série pour la télévision et le tournage du film pour le cinéma? Qu'est-ce qui, selon vous, était radicalement différent en termes d'expérience de comédien? Non, c'est le fait, en tant que comédien, on a tourné peu de temps, mais on sent évidemment qu'il y a beaucoup de moyens, que le plateau est énorme, on sent qu'on est sur un plateau de cinéma avec des gros moyens. Ça, c'est... En revanche, les rapports avec Alexandre, c'est toujours les mêmes. Le mec est aussi décontracté que s'il avait... C'est assez impressionnant chez ce garçon d'avoir un Barnum à 19 millions d'euros sur les épaules. Et on est arrivé, il était en train de faire voler un drone. Il dit « Allez-vous, machin ?» Il nous retrouve sur le plateau et on commence à... Voilà. Le mec en toute décontraction. Donc ça n'a pas changé. Le mec est toujours si décontracté. Mais bon, on sent qu'il y a des gros moyens. Enfin ce que tu dis, la décontraction de ce garçon, qui reste un homme charmant, mais qui est là, il a quand même... Moi, le metteur en scène, super cool. Non, il n'y a pas de problème. Il est super cool, c'est ce qui le rend aussi sympathique et parce qu'il y a des metteurs en scène quand même pénibles, hein, ça existe aussi. Bon, voilà. Hein, je veux dire, mais s'il est anxieux, il le cache bien, le garçon. Hein, parce que, ouais, vraiment. Bien tranquille. Donc non, l'ambiance de tournage était exactement la même. Si ça n'est, donc même réponse, si ça n'est qu'effectivement, techniquement, il y avait plus de camions et de trucs comme ça qui nous entouraient. Voilà, forcément. Au loin, on voyait des machines de guerre. Là, on sentait que il y avait 2-3 tableaux qui se préparaient quand même. Oh oui, ça bien Mais sûr. Le jeu restait le même. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que nous, on fait partie de ce genre d'acteurs, comment dirais-je, on n'a pas fait l'acteur studio, donc pour des personnages comme ça, en plus, ça pose pas un très gros problème. Je ne veux pas minimiser le travail. À partir du moment où on a 3 capacités pour dire un texte et tenir, on les a retrouvés avec plaisir et puis sans grande... Alors, il était un peu moins hors contexte parce qu'effectivement, dans un contexte différent, donc cinématographique, voilà, on n'a pas trouvé notre petit rapport à tous les deux, enfin, dans une cabane, c'était pas ça, mais d'accord. Mais autrement, non, on a retrouvé les personnages sans... Enfin, c'est parce que, à ce moment où je réponds ça, j'ai l'impression que je me flagorne moi-même, on se flagorne nous-mêmes, mais sans aucun problème, quoi. Je veux dire, il n'y a eu aucun problème là-dessus. On s'est pas mis 3 semaines avant pour dire comment... Mais nous, on fait partie je crois, de ces acteurs qui sont comme ça sur l'instinct et sur la rythmique. Il faut quand même pas oublier qu'en 5 ans de tournage, Alexandre Astier a dû nous dire une fois une remarque du style « dis-le un petit peu plus rapidement » ou je sais même pas si... Il y a eu que ça. Donc, on lisait son texte, on le jouait tel qu'il l'avait écrit. Donc, ça compte quand on a un texte intéressant à jouer, même si des fois on devait l'apprendre. Je reviens à la série, là, on devait l'apprendre un petit peu rapidement. Bon, voilà. Sur la série, donc, vous aviez souvent le texte au maquillage, le jour même. Pour le film, ça a été pareil ou vous avez reçu le texte en avance cette fois-ci quand même? Ah oui, en avance, c'est 6h du matin, je crois. Ouais. D'accord. Non, on l'a eu un peu avant. Attends, tu l'as eu depuis le dernier moment. Non, je sais plus. La veille, on a eu. Moi, je crois que la veille, 2-3 jours avant. 2-3 jours avant. Je sais plus, moi. Un confort absolu. Oui, 2-3 jours avant.
Et pour revenir sur la série, on dit souvent que la plupart des comédiens du coup sur Kaamelott ont le texte à la virgule. Est-ce qu'il y a une part d'impro quand même? Est-ce qu'il y a certaines répliques que vous vous souvenez que ça c'est vous qui l'avez ajouté et qu'Alexandre Astier a dit OK on garde, ou est-ce que vraiment il fallait à la virgule près le texte qui était distribué? C'était au bon près pour la plupart du temps, sauf dans certains cas. Lui, il l'a laissé faire deux, trois petites choses. Mais c'est vraiment à la marge, c'est 2-3 trucs. Mais c'est là que c'est bien écrit. Donc quand c'est bien écrit, pourquoi remplacer quoi, pour faire moins? Mais il y a des trucs, et c'est aussi pour ça que ça s'apprend très vite, parce qu'il met les mots dans la bouche de ceux qui doivent les dire. Donc c'est très naturel, et même s'il y a des choses qui sont comme ciselées, on les apprenait vite. Et pourquoi changer un truc quand il y a une musicalité qui fonctionne? Alors s'il y a eu 2-3 petites impros, mais sur 5 ans, ça a dû être 2 fois. Quoi. Oui, si tu as quelques phrases, des formulatoires, un petit peu des formulatoires. Des conneries. Monsieur Cyr, c'était absolument... Monsieur Cyr, ou tout à fait, des conneries qui me venaient en impro, à la répète. Je dis, bienvenue, Monsieur Cyr. Puisque même il avait repris dans un truc... qu'est-ce que vous insinuez? Oui. Et il avait repris. J'insinue qu'il a même repris ton truc, celui qu'il a mis. Oui, mais c'est des petits trucs. Le mais tout à fait. Le mais tout à fait, c'est une impro. Je sais pas si tu avais pas un peu tendance à le dire toi, ça. Je me souviens plus. J'avais assez vieux quand même. Je sais qu'il y a des petits trucs comme ça, mais vraiment à la marge, parce qu'une fois de plus, c'était tellement ciselé. Il nous allait tellement bien le texte que pourquoi Bakri Jaouiz écrivait comme ça? On essayait de remplacer un truc, le metteur en scène disait non, relis. Ah ouais, c'est mieux. Et même des petits mots, des petites onomatopées. Le dialogue, c'est très important. Ouais. Moi, je te l'ai dit, là, il y a eu carrément une impro qui a duré 1 minute 30, même plus, dans la forêt. Mais ça, c'était volontaire, c'est lui qui me l'a réclamé. J'ai pas, pour une jonction, il avait besoin, je sais pas quoi. C'est tout à l'heure, ça, oui. Ça, c'est une impro qui dure, d'ailleurs, 1 minute, je sais plus combien, mais on parle de ses maîtresses, etc. On est parti en impro live complet. Ça, oui. Mais autrement, non, c'est vrai qu'on a toujours dit son texte pratiquement au mot près. C'était d'autant plus, pour ça, c'était plus dangereux parce qu'on l'apprenait vite. Faut l'apprendre vite, non, parce que c'est les dialogues, c'est un dialoguiste, donc ces dialogues étaient vraiment ciselés. On a pu rajouter, mais pas remplacer. Oui. Ce qui est un peu différent. Alors, depuis Kaamelott, vous avez joué ensemble dans de nombreux projets, notamment Le Dernier Vermouth, donc la première réalisation des frères Aguès, qui se trouve derrière la caméra en ce moment. Ils ont changé. Ils ont pris un coup de vieux. Ouais. Ils ont pris un coup de vieux. C'est comment de passer d'une œuvre culte comme Kaamelott, ou de passer de tout ce que vous avez fait dans votre carrière, parce que vous avez tous les deux une longue carrière, au tout premier projet de jeunes réalisateurs en fait qui débarquent dans ce monde du cinéma, du court-métrage. Qu'est-ce qui change finalement? Moi j'ai des trucs à dire, mais tu je laisse 2 secondes? Non, vas-y, ouais. Sans parler, je suis le Rocco Siffredi de la parole, moi. Donc, c'est toi qui dégage le premier. Chacun son point fort, donc moi c'est la parole. Vas-y. Il n'y a pas eu de gros problème pour une raison très simple, c'est que techniquement, ces gars-là étaient très au point techniquement. Après, il faut qu'on travaille tous ensemble sur les dialogues, sur les choses, parce que ça, c'est une autre profession. Je crois que c'est un autre métier. Mais si la part technique avait été une part amateur, je pense que ça aurait vite parti en autre boudin quand même, quoi. Mais ça n'a vraiment pas été le cas. On s'est trouvé face à des gens qui connaissent leur technique, qui savent. Ils étaient très jeunes, pourtant, ils avaient 11 ans et 8 ans quand ils ont démarré leur premier film, pratiquement. Donc, non, on se souvient, ils s'arrêtaient, ils se pissaient dessus des fois et tout, c'était terrible. Il fallait les changer, mais on l'a fait amicalement. Ça, c'était chiant, quand même. On l'a fait, oui, enfin, on l'a fait quand même. Mais qui dit action et boum, après, il faut changer. Et se chie dessus, c'est pas bien, mais bon. Mais après, voilà, c'est rien. C'est pas très crédible. S'il y a une bonne ambiance humaine. Oui, mais s'il y a une bonne ambiance humaine, sur le plan humain, si c'est bien, on accepte ça. Voilà, quelqu'un qui est extra agressif, action, il chie dessus après, ça va. Bon, voilà, des bidons. Mais bref, techniquement, ils savaient où ils allaient, ils avaient un projet, et puis il n'y a pas eu un moment où ça a fait amateur. Et ça, c'est primordial. Parce que alors, le seul truc qui pourrait faire flancher des vieux cons comme nous, maintenant, quand même, je parle surtout de moi, là, surtout parce que lui, c'est un moyen vieux con encore pour l'instant. Donc, je veux dire, c'est tomber dans de l'amateurisme absolu. Ça, par contre, c'est très, très, très emmerdant. Et ça peut créer une ambiance rapidement pénible. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc, c'est pour ça que ça s'est très, très bien passé. Et très, très honnêtement, je veux dire, il n'y a pas eu l'ombre d'un souci. Après, on peut toujours peaufiner, arranger, améliorer des tas
tas de choses. Dans les 15 films qu'on va faire ensemble dans les 30 ans qui viennent, on va améliorer tout ça. Si vous voulez, je veux dire, voilà, si tant est qu'ils veulent bien, parce qu'ils sont ouverts à ça, c'est maintenant qu'ils se chient plus dessus, etc., qu'ils ont des pantalons normaux, ça va quand même rendre service, parce que nous, on passe une partie de notre temps à faire ça. C'est un peu long, ça. C'est un peu long, ça, c'est un peu long. Mais, je veux dire, voilà. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est ça. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu mauvaise entente, il y aurait eu bonne entente, parce que les gens sont sympathiques et ils sont compétents techniquement. Non, mais c'est vrai que maintenant qu'ils sont propres, c'est plus simple. Déjà. C'est comme les chiens. Au début, on leur a mis des journaux, ils savaient qu'il fallait ce journal. Ils faisaient à côté. Maintenant, ils font ce journal. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. Ça aide beaucoup, c'est plus simple. Ça aide. Tu sors le journal. Par contre, ils ont grandi très vite, ils passent des couches, maintenant ils boivent de la bière. Bon, voilà, à tous les moments. Ça, c'est juste le truc. Il faut prendre le moment où ils n'en boivent pas, mais sinon... Non, le souvenir du tournage était très bien, parce que c'était effectivement fluide, techniquement, et il y avait le fait qu'ils nous ont laissé beaucoup de liberté. Et j'aurais déjà dit, mais c'est vrai, c'est une grande preuve d'intelligence de leur part de se dire, on n'a pas encore vraiment d'expérience, c'était leur premier cours ou un des premiers, et en disant, on sent que les mecs, ils ont envie de donner des trucs qu'on n'a pas forcément prévus comme ça, et il y a des moments où ils nous laissaient cette liberté. Alors évidemment, c'est eux qui dirigeaient le film, mais à tout moment, quand on proposait, au lieu de faire l'erreur de certains jeunes réalisateurs qui disent, non, je vais montrer que je suis le chef et qui faisaient les choses un peu en force, ça se voit, hein, c'est compréhensible, c'est d'ailleurs humain. Eux, ils se disaient, OK, je vais d'abord écouter, et puis on va voir s'ils confrontaient le truc. Et ça, je trouve qu'on a pris beaucoup de plaisir avec ça, parce que c'était open bar. Hein. Il y a des moments, on s'est marré, on a pris beaucoup de plaisir, et ce qu'il y avait dans le sens de ce qu'ils avaient écrit. Donc, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est une grande preuve d'intelligence de faire ça, en disant, je vais pas prendre les trucs en force, je vais pas m'imposer en force, je vais le faire justement avec talent, avec intelligence. Voilà, ça, c'est un grand mérite. Ça ne mérite pas une petite bière, ça? Bon, alors on continue. Donc le dernier vermouth qui est disponible sur YouTube dès maintenant, pour ceux qui le souhaitent. Question pour Gilles, tu seras à l'affiche de leur deuxième court-métrage, Programme Arca. Oui. Et cette fois, c'est une proposition dramatique, avec très très peu de dialogue. Est-ce que c'est agréable, du coup, pour toi de changer de registre? Et est-ce que c'est une sorte de défi, finalement, d'aller vers quelque chose qui est à l'opposé? Vraiment, ça c'est exactement ça, c'est un défi, et je les en remercie beaucoup, parce que c'est vrai que c'est pas évident, on pense pas forcément à moi pour faire ce genre de rôle, et je me suis trouvé, il y a une petite mise en danger au départ en disant, je vais faire 5 jours, 6 jours ou 7 jours de tournage avec pas une ligne de dialogue. OK, et en fait c'est absolument génial, on va puiser au fond de soi d'autres choses, et j'ai hâte de voir le résultat, mais c'est une super expérience. Vraiment, je les remercie pour ça, parce que, en général, les réalisateurs manquent souvent un peu d'imagination. Donc, ils vont nous faire un peu toujours les mêmes choses. Ils vont nous proposer à peu près toujours ce qu'on fait. Et ça, c'est très agréable. Ouais, vraiment. J'ai hâte. Et du coup, toi, Serge, de ton côté, est-ce qu'il y a un rôle que tu as en tête qui sort justement de ce genre de personnage et qui aurait pu soit te mettre en difficulté, soit que tu as pu considérer justement comme un défi à l'époque, parce que ça n'avait rien à voir avec ce que tu faisais d'habitude? Moi, je n'ai pas vu ça comme un défi, j'ai vu ça comme un plaisir. Changement d'herbage, réjouit le veau. C'est une formule comme ça que disait ma grand-mère, changement d'herbage, réjouit le veau. Donc, comme je suis un peu un veau, j'aime bien changer d'herbe un petit peu de près. Donc, non, moi, j'ai joué dans des répertoires classiques, j'ai joué dans Roméo et Juliette, dans des Shakespeare, bon, je ne vais pas faire la liste. J'ai même joué le souper, la pièce de Briseville où je fais Talleyrand. Donc, petite anecdote, c'est-à-dire pour ça que j'avais la moustache coupée dans la scène du bain de Kaamelott, là, j'en raconte, parce qu'en fait, j'ai averti Alexandre Lassier, comme on avait tourné en 2 fois la première partie, j'ai dit, je vais jouer Talleyrand dans Souper, la pièce de Briseville, donc j'aurais plus de moustache, et il avait rajouté, je me souviens, une petite phrase rapide. Coupez-moi ça. Avant le bain, coupez-moi ça. Voilà, puis t'as ensuite, on l'a brûlé. Donc on voyait comme ça. Je me souviens que tu avais dit au dernier moment, il va falloir. Donc moi, c'est pas, je vois pas ça comme un défi, mais je vois ça comme le plaisir de faire des choses différentes pour un acteur. Là, je continue à faire des choses. Ce que je joue actuellement est différent du prochain qui sera une famille paysanne de nouveau, etc. Bon, bref, je crois que mais moi, tout de même, il y a un truc. Je me rends compte maintenant, ça y est, que je suis plutôt dans la partie tout de même terminale, si vous voulez, de cette existence un peu longue déjà. Quand il te reste plus que 50 ans à vivre, ça veut dire que tu es vers la fin. Ça fait court, hein. Donc je veux dire, voilà, c'est-à-dire quand même le rire, mais plus indispensable. Le plaisir du rire et de faire rire et de rire,
me paraît vraiment quelque chose qui est maintenant depuis certain temps, depuis longtemps, mais je me rends compte que c'est pas uniquement bon, ben je vais faire comique parce que ça se vend mieux ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. D'abord parce qu'il faut arriver à faire rire les gens, mais c'est aussi parce que c'est une voilà, chacun est fait comme il veut, mais moi dans ma vie, peut-être que si j'avais pas pratiqué ce plaisir de la table et de la scène autour de ce qui se rassemble un peu d'ailleurs, autour du rire, peut-être que je me serais suicidé, on sait pas, j'en sais rien. Je veux dire, souvent les comiques et les bouffons ont un fond noir et sombre derrière eux souvent. Donc moi c'est un truc indispensable. Donc il m'est arrivé de jouer, je sais pas tous les titres en tête, mais je viens d'en citer deux. Quand genre Mercutio dans Roméo et Juliette, bon, j'étais plus jeune, hein, je te rassure tout de suite, bon. Mais quand même, c'est un rôle sérieux, dramatique, entre guillemets, quoi, déjà. Mais je trouve beaucoup plus de plaisir et de jouissance dans le rire. Dans le rire, dans la dérision, dans la distance que le rire nous permet d'avoir par rapport à la réalité de la vie. Honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, même si je répète ce que j'ai déjà dit. Le rire n'est intéressant que s'il s'appuie sur des choses dramatiques. Mais rire, ça me paraît indispensable. Donc, j'ai eu des expériences, effectivement, j'ai joué des choses, entre guillemets, sérieuses. Je ne sais pas si le terme est exact. Mais la rythmique du rire, ça me déplaît pas quand même. C'est pas que ça me déplaît pas, c'est carrément j'aime ça, je crois, parce que ça me permet d'être. C'est un exutoire, quoi. Voilà. Je veux dire, ça me permet d'avancer. C'est bien, d'avancer dans tous les sens du terme, professionnellement parlant et humainement. Il y a un besoin de jouer la comédie. Ah oui, complètement. D'ailleurs, il y a cette tendance à faire le con un petit peu comme ça, systématiquement, prendre du recul sur les choses. Ça permet aussi d'avoir un peu une distance par rapport au quotidien, qui est pas toujours d'une légèreté et c'est pas que des marguerites qu'en permanence, quoi, la vie qu'on vit, surtout actuellement. Bon, le rire me paraît un truc indispensable, même si des expériences, ça m'est arrivé dans quelques films de tourner des choses, entre guillemets, sérieuses, des pièces. Mais j'y trouve pas le même plaisir. Honnêtement, j'y trouve pas le même plaisir. Je dis honnêtement, moi, ma rythmique à moi est plus le tempo de, voilà. On n'a jamais, alors je me compare pas à Louis de Funès, hein, mais on n'a jamais proposé à Louis de Funès de jouer Roméo dans Roméo et Juliette, par exemple, quoi. Enfin, personne n'a jamais eu le projet. Enfin, voilà, je veux dire, donc, c'est vrai que le clown, c'est pas mal pour vivre, quoi, pour vivre ce qui me reste à vivre, c'est-à-dire, je sais pas, tu m'as dit combien? 50. 50, voilà, 50. J'en démarre pas. T'en démarres pas 50 ans, ça m'intéresse. Le rire, ça m'intéresse beaucoup plus que... C'est plus mon karma, c'est ma fonction, voilà, quoi. Voilà. Ça tombe bien que tu en aies parlé, du coup, de la situation actuelle, donc d'une crise sanitaire mondiale. Quel regard vous avez par rapport à ça sur le monde de l'art, le monde du cinéma, le monde du théâtre en général? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en tant que comédien, du coup, qui travaille là-dedans, mais aussi dans le rôle parce que tout à l'heure, du coup, Serge, tu disais, il y a la fonction de rire aussi, c'est assez important, le rôle, finalement, des comédiens dans tout ça. C'est vrai que là, quand même... On a un peu la gueule de bois, tous, quand même, parce que... Alors, plus le théâtre vivant, le spectacle vivant, pour la simple raison que là, pour le coup, sur un jeu de mots déplacé, il était vraiment mort. Je dis pas que mes amis musiciens... Non, il y a des mecs qui ont pu enregistrer des trucs. Même dans le cinéma, je sais que vous avez pu quand même, des fois, faire des montages, en profiter pour faire des trucs, quoi. Nous, il n'y a pas de montage. Moi, je suis resté dans Netflix pendant 9 mois. Je parle de ces derniers, là, 8 mois, 9, 7 mois. On s'en fout. Bon, pour nous, ça a été vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment terrible. Là, c'est pas rigolo du tout, mais ça revient. Disons aux gens, disons-leur, disons-y. Dans la région, on dit disons-y aux gens que la vie, c'est nous qui la faisons aussi un peu. Donc, si on fait pas revenir la vie, au bout d'un moment, elle va jamais revenir, quoi. En gros, quoi. C'est-à-dire, si on peut pas passer sa vie maintenant. Effectivement, les salles sont un petit peu moins pleines qu'avant, je dis pas le contraire. Il y a du monde qui sont là quand même, hein. Mais ça redémarre tout de même. Bon, mais on peut pas. C'est à nous aussi aux gens aussi de décider que la vie continue, quoi. Sinon, on s'en sort plus. C'est peut-être pas ça la réponse qui était prévue aussi. Si, non, mais le rapport, des artistes à cette crise. Moi, effectivement, on s'est rendu compte, les gens se sont rendus compte que les artistes étaient essentiels. C'est ça la bonne nouvelle du truc. Ils se sont rendus compte que tout ne se fait pas à travers Netflix, qu'il fallait voir des arts vivants comme le théâtre, que les gens avaient envie de voir des artistes, que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer, qu'on n'achète pas vraiment, qu'on ne fabrique pas. Voilà, c'est une... Je sais pas, mais l'art c'est une sorte de parenthèse
qu'on peut choisir dans la vie. Donc les gens se sont rendus compte que finalement, c'était pas un truc qu'on pouvait consommer comme ça et qu'il fallait protéger ça. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est pas uniquement les artistes qui le disent, c'est tout le monde s'est dit on a besoin de ces artistes, sinon la vie sera un grand supermarché. On ne fera que consommer. Et voilà, donc on se rend bien compte qu'il faut rajouter une dose d'art dessus, pour d'autres de spiritualité. Enfin, évidemment que la vie ne s'arrête pas au fait de consommer, et encore heureux. Donc je pense que c'est la seule bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles de cette crise. Je pense que le théâtre, vous avez une jauge qui est réduite, mais les gens retournent au théâtre massivement. Oui. Enfin, toi c'est toujours plein, mais c'est quand même la bonne nouvelle. Ils ne se sont pas dit on va rester devant Netflix, ils retournent au théâtre. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Ils ont peut-être pu vérifier le prix des choses parce qu'elles allaient manquer ou elles tendent à disparaître et tout d'un coup on se rend compte on a besoin de ça, je crois, parfois. Il y a des choses qui vont se réinventer, mais moi je suis assez confiant. Il faut l'être, j'ai envie de dire. De toute façon, à un moment, il y a un des médicaments, c'est ça. Il faut l'être, positif, parce que sinon, sinon on fait quoi? On fait plus rien, on crée plus de spectacles parce qu'effectivement on a un peu moins de monde dans les salles. Nous, on a la chance d'avoir quand même des salles, on joue pratiquement pleines, je ne veux pas non plus pleurer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un grand coup d'arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend 4-5 ans que tout se passe, et puis après, on se revoit dans 5 ans. Ça peut être vite triste, oui. Oui, ça va être vite un petit peu ennuyeux. Boire un coup, non? Je sais pas, mais il faut passer par la bouteille direct, on prend une bouteille chacun. Oui, vous nous apportez on a un petit coup de moins bien, là. Tout ce classisme, moi aussi, 2, tiens, par exemple, tu vois. Donc, il faut être optimiste. Comment je peux pas vous dire, non, ça va être vachement dur. Forcément, on s'est remis. Puis nous, on a des métiers, quand même, on s'habitue à survivre. C'est-à-dire qu'on a quand même des métiers où c'est des métiers de surviveurs. Là, on parle de résilience, c'est le mot à la mode actuellement. Un artiste, c'est un résilient type. C'est-à-dire que, comme il y a des hauts et des bas permanents, on meurt en permanence et on renaît. Donc, nous qui avons des hauts et des bas, voilà, on est résilient naturellement. Si on ne croit pas au prochain spectacle, je fais ça métaphoriquement parlant, alors effectivement, ça vaut plus le coup d'avancer. Donc on y croit. Moi, j'ai écrit une pièce pour fin 22, qui sera jouée jusqu'à fin 23. Révolte. Tu vois, comme quoi on est dans l'ambiance. Voilà. Donc je crois en 22, je crois en 23. Et maintenant, pour vous deux, c'est quoi vos projets actuels, vos projets futurs? Est-ce que vous avez aussi des projets prévus ensemble? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Ce que j'ai envie de faire, moi, j'aimerais bien remplacer... Ça, il y a Al Pacino a plusieurs rôles qu'il n'arrive plus de faire maintenant, parce qu'il a 82 et 83 ans. Je suis plus jeune, je lance un appel. Al, if you want, I can. I can do it. Yes, thank you, Al, ça c'est fait. Là, ça se voit pour moi. Non, toi, tu vois. Le message est passé, en tout cas. Ça c'est fait. C'est fait. Moi, je tourne avec une pièce, on a parlé, qui s'intitule Ça va aller. J'ai un prochain spectacle pour l'octobre qui va s'intituler Révolte. J'anime toujours une émission de radio sur France Bleu Isère, une émission qui tourne toute la semaine, que j'enregistre, qui dure 1 heure. Donc, ces projets-là. Et puis, on a un projet commun. Il va en parler, lui. En cinéma, j'en ai refusé un. Là, bon, il faut que je puisse le faire physiquement et psychologiquement maintenant. Voilà, quoi. Voilà, pas la tête baissée dans n'importe quel truc. Mais bon, voilà. C'est surtout sur le plan théâtral et radiophonique. Ça avance. J'ai une autre émission qui va démarrer à partir de la rentrée. Un autre style d'émission. Et puis lui, écoute, voilà, dis-moi. Moi, je suis en train d'écrire une pièce qui s'appelle Révolte. Bon, ça, il fallait que je pouvais pas. Bon, je suis obligé. C'est un running gag. Voilà, après, il aura duré toute l'interview, c'est une passe de 3. Il faut faire les 3. Après, on arrête. C'est un gag, il n'y a pas running. Voilà, il faut faire la passe de 3. Il est arrivé jusqu'au bout. Non. Moi, j'ai travaillé sur deux longs métrages. Un qui s'appelle Joss, qui est tiré d'un court-métrage du même nom. Qui sera bientôt sur YouTube. Oui, le court-métrage sera bientôt sur YouTube, fin novembre. Et le long-métrage est en phase de discussion avec les distributeurs. Et je travaille aussi sur un long-métrage qui s'appelle La Start-up, et qui devrait être tourné cet été, dans lequel Serge sera. Et voilà, donc là, on va tourner ça très très vite pour coller avec une certaine actualité des médias, des technologies, et notamment le fait qu'il y a une technologie comme les métaverses, etc., dont on parle de plus en plus. Et je trouve que c'est une partie du film. Voilà.
Enfin, je tenais déjà à vous remercier tous les deux d'avoir accepté de venir, mais je pense aussi parler au nom de pas mal de personnes, et je sais que je peux inclure Germain, Pierre et Robin là-dedans, pour les nombreux fous rires qu'on a eu grâce à vous aujourd'hui, mais aussi avec la série. Donc merci d'avoir accepté d'être là, merci pour ce que vous avez fait dans Kaamelott et pour le reste. Welcome. Et du coup, j'ai pas d'autres questions, mais si vous, en tout cas, vous souhaitez ajouter quoi que ce soit... Voilà, non, mais nous, le plaisir de parler, peut-être, de parler avec des gens, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, le plaisir de parler, et puis voilà. le fait de... C'est vrai que vous faites partie des gens qui avaient une approche sympa de tout ça. C'est-à-dire que c'est ni que dans le côté fan, ni le côté... Il n'y a pas ce... Je sais plus ce que j'ai envie de dire. Ouais. Je sais plus ce que j'ai envie de dire. Mais voilà. c'est ça. Mais ça, c'est bien, parce que ça, il va falloir y couper aussi. Tu vas me couper non, tout ça, le bazar. il faut y laisser. Ça, il faut laisser. Merci. Merci de s'intéresser à des personnes âgées. Merci. Merci aux Faraguès qui ont réussi à rester propres pendant toute l'interview. Merci. Ah, merde. J'ai cru que j'avais un César pendant 2 ans. J'ai cru que j'avais un César. Ah ouais? Et pas du tout. Je me réveille. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit?